Donc le projet NRL aussi, c'était un projet PRCE, projet de recherche collaborative en entreprise, qui regroupait donc 10 partenaires, 2 partenaires industriels, Coperl et LDC. Coperl pour la production de saucisses à partir de porc, et LDC pour la production de saucisses à partir de dinde, en fait, de volaille. Il y avait 3 centres techniques, l'IFIP, l'ITAVI, Aérial, et puis 5 unités de recherche, dont une en Belgique, l'Université de Liège, qui donc n'a pas pu être financée par l'ANR, le UBEM, et puis Sekalim, Maillage et Michaelis, 3 UMR INRAE. Alors comme vous l'avez vu avec le petit dessin animé, hein, le but de Règle 6, c'était de voir si on pouvait réduire en fait les pertes des aliments carnés en ayant choisi deux modèles qui étaient la chipolata, en gros la saucisse de porc, et puis la saucisse de dinde. C'était présenté dans le dessin animé. On sait qu'un tiers de la production mondiale globalement est perdu. Au niveau de la viande, c'est assez difficile à estimer. On va le voir tout à l'heure dans la présentation du Work Package 1, je crois. Mais on estime que quand même 20% de la production de viande est perdue. Notamment en raison de l'altération microbiologique qui entraîne des modifications de l'odeur, du goût, de l'aspect, de la texture. On peut avoir un gonflement de l'emballage, avec production d'odeur ou non d'ailleurs, présence d'exudats, etc., qui font que ce sont des produits qui, bien que ne présentant pas de danger pour l'homme, en fait ne sont pas consommables. Alors la question était de savoir, est-ce que justement, on ne connaît pas grand-chose en fait des mécanismes d'altération de la viande, et avant de pouvoir lutter contre, la question était d'abord, est-ce qu'on peut mieux comprendre l'altération de la viande, et puis surtout, est-ce qu'on peut la prédire de manière à pouvoir agir en amont. Bon, en fait, on n'a pas vraiment réussi pour l'instant, mais on a quand même bien progressé. En fait, si vous imaginez un produit carné, depuis son élaboration jusqu'à la DLC, on ne sait pas très bien ce qui se passe pendant la durée de conservation. Est-ce que les bactéries se développent comme ça, tout doucement, gentiment, du début jusqu'à la fin ? Est-ce qu'elles poussent et puis elles s'arrêtent de pousser ? Est-ce que certaines poussent et puis finalement meurent ? En fait, on ne sait pas trop tout ça. Et il faut considérer, comme l'a dit Hélène, tout ça c'est un petit peu de l'écologie microbienne, c'est un ensemble. On a des espèces qui poussent, qui meurent, d'autres qui poussent lentement, d'autres qui poussent plus tard. Et en fait, on ne sait pas forcément à l'intérieur ce qui se passe. Donc l'idée du projet, c'était de suivre un petit peu, à partir d'une contamination initiale, ce qui se passait tout au long de la durée du produit. C'est pour ça qu'on avait choisi 2 types de saucisses, porc, volaille, parce que le process est semblable, un peu différent, mais semblable quand même. C'est de la viande hachée avec du gras, du maigre, un boyau. À l'origine, dans le projet, on comptait aussi suivre la flore microbienne depuis le début, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans le gras, dans le maigre, dans les boyaux, dans les épices. En fait, on n'a pas réussi à extraire les bactéries et encore moins à extraire leur ADN. Donc on est vraiment parti uniquement depuis la saucisse du début jusqu'à la fin. Et on voulait savoir un petit peu justement qu'est-ce qui influence ce développement microbien au cours de la durée de vie de ces saucisses. Quels étaient les effets des procédés, de la formulation. Donc on a comparé entre les chipolatas et puis les saucisses de dinde. En fait, elles avaient en commun que par exemple il y avait du lactate. Donc le lactate a fait partie de ce qu'on a fait varier. Et puis les saucisses sont conservées dans des barquettes, conservées sous différentes atmosphères protectrices. Donc on a fait également varier les gaz présents dans ces atmosphères protectrices. Et puis voilà, on a suivi au cours du temps en se disant, voilà, est-ce qu'on peut prédire l'altération ? Donc le projet a été conçu avec 4 grandes tâches, un grand work package. On va dire work package plutôt que tâche. Vous seront présentés les résultats de la tâche 1. Il y a eu une grosse méta-analyse à partir des données de la littérature. Bon, ça, on ne va pas vous le présenter, ça a été publié. Mais on a eu une analyse à la fois économique et puis comportement du consommateur. Donc ça vous sera présenté tout à l'heure. Bérangère est arrivée enfin. Elle n'était pas là jusqu'à présent. Et puis ensuite, on a eu 2 gros work packages expérimentaux, donc qui vous seront présentés également. Je vais y revenir un petit peu en détail. Le premier, le work package 2, qui était simplement générer des données.
Dans le Work Package 3, ces données ont été utilisées pour voir si on pouvait développer des modèles prédictifs. Et puis dans le Work Package 4, qui était à nouveau un gros Work Package expérimental, on devait valider les modèles. Et au niveau du Work Package 4, il y a eu un certain coronavirus qui est arrivé. Donc là, on a un peu pris de retard. Et en fait, on n'a pas terminé. Mais on espère quand même, les expériences ont été faites, simplement les données n'ont pas pu être analysées pour l'instant, on espère pouvoir les analyser d'ici la fin de l'année. Alors comment on a organisé ça? C'était quand même un gros challenge organisationnel, je vous ai dit 10 partenaires à mettre tout ça en ordre de bataille. Donc on a eu, pour le Work Package 2, en fait, on a eu 10 lots de saucisses, c'était énorme en fait, 10 lots de saucisses de porc et de dinde qui ont été analysés sur une période d'environ 6 mois d'échantillonnage. Donc les industriels nous produisaient les saucisses, qui étaient envoyées ensuite aux 2 partenaires, IFIP et puis Secalim, qui s'occupaient de la mise en barquette, l'utilisation de différents gaz. Et donc je vous l'ai dit, le design expérimental qui a été vraiment décidé avec tous les partenaires, c'était 3 formulations en lactate, la formulation normale, sans lactate, et puis demi-dose. Et puis au niveau des atmosphères protectrices, soit c'était sous air, soit sous 2 atmosphères protectrices couramment utilisées, enrichies en oxygène ou appauvries en oxygène, enrichies en CO2. Et puis on a regardé donc au cours du stockage, depuis J2 jusqu'à J22. On a oublié donc tout ce qui était l'aspect ingrédient au début, puisqu'on n'y est pas arrivé en fait. On a quand même fait des mesures donc, classiques, microbiologie classique, mesure du pH, examen visuel, mesure des gaz dans les barquettes, apparition, disparition de O2, CO2. Et puis aussi, on a stocké les microbiotes au congélateur pour pouvoir les réutiliser ensuite et les réinoculer dans de la viande pour justement valider nos modèles dans le Work Package 4. Et là, à l'issue de ça, donc, les microbiotes étaient stockés et envoyés au partenaire Michaelis qui extrayait l'ADN, faisait les librairies pour séquencer, et puis les barquettes étaient envoyées à Aerial pour les analyses sensorielles de sniffing, et puis analyse des métabolites, le métabolomique en fait. Le séquençage a été effectué par un partenaire extérieur, et puis ensuite les données de séquençage ont été analysées par les partenaires Michaelis et Maillage. Ensuite, ces données ont été utilisées, c'est pas dans le bon ordre, voilà, ces données ont été utilisées pour modélisation par le UBM, le Mercier Calim et puis les collègues de Liège. Et puis, à l'issue de ces modèles, on a recommencé une expérience, le Work Package 4, et là on n'a pas suivi par séquençage au débit, on a suivi par qPCR, donc le début des expériences était le même. Ensuite, les barquettes étaient à nouveau envoyées à Aerial pour analyse sensorielle et métabolomique. Et puis là, par contre, les flores étaient suivies uniquement par qPCR, PCR quantitatif, par le partenaire lui-même. Pour vous donner une idée, ça a représenté 714 mesures de pH, etc., 1040 mesures de couleur, 160 analyses sensorielles et 400 analyses de volatilome, 1280 échantillons séquencés par Girbet ou CESES, plus, pour l'instant on n'a pas pu l'utiliser, mais 50 échantillons séquencés aussi en métagénomique totale, hein. Donc là on séquence tout l'ADN, et puis 2400 réactions de PCR. Donc ça explique que c'était un petit peu long et un petit peu coûteux ce projet, mais c'était un challenge organisationnel et on y est arrivé, sinon ce virus-là qui nous a un petit peu interrompu à un moment. C'était aussi un challenge technique et scientifique parce que pour arriver à tout ça, il nous a fallu la mise au point quand même, notamment les extractions d'ADN. On a beaucoup souffert pour extraire de l'ADN à partir de saucisses parce qu'il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de protéines, ça n'a pas toujours marché. Il y avait aussi la mise au point pour la PCR quantitative, parce qu'on a suivi environ une quinzaine d'espèces, et il a fallu à nouveau mettre au point les systèmes de PCR quantitative pour pouvoir quantifier cette quinzaine d'espèces à partir de saucisses, en fait, de mêlées. Ça a nécessité aussi la mise au point pour les analyses sensorielles, un jury entraîné avec définition de descripteurs et puis cotation de ces descripteurs. Pareil pour le volatilome, il y avait de la mise au point, la technique était maîtrisée, mais il y a eu de la mise au point, quel marqueur, quelle molécule, etc. De la mise au point aussi pour l'extraction d'ADN et les constructions de librairies pour séquençage par métagénomique.
Workflow aussi pour les fonctions métaboliques qu'on déduira. Stéphane, je ne sais pas si tu en parleras un petit peu pour le Work Package 2, mais je crois que oui quand même. Et puis aussi pour le stockage des communautés microbiennes. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais en général, on isole des souches. Là, c'était pas on isolait directement les microbiotes sans culture préalable. Et puis on congelait de manière à pouvoir réinoculer. Un peu ce qui se fait dans les souris, vous savez, les souris axéniques qu'on infecte avec des microflores. Nous, c'est ce qu'on fait sur la viande, mais en fait, c'était pas fait de manière si courante que ça. Donc là aussi, ça a nécessité de la mise au point. Et puis, il y avait des prérequis nécessaires. Un certain nombre de génomes bactériens ont été séquencés pour contribuer à l'analyse supposée de la métagénomique. Et puis, surtout, la mise au point de l'utilisation du gène JRB pour séquençage d'amplicons. En général, on utilise les gènes d'ARN ribosomique CES pour partie. Et là, en fait, a été mis au point l'utilisation du gène JRB, qui est en fait plus puissant, et il se trouve que ça marche super bien en fait dans les produits à base de viande. C'est plus puissant parce que ça permet vraiment d'aller au niveau de l'espèce, plus souvent que le CES, voire de savoir si, par exemple, plusieurs souches d'une même espèce sont présentes. Ça a nécessité de la mise au point. Et puis évidemment, tout ce qui était logistique, approvisionnement des lots, circulation des échantillons, qui ont circulé un petit peu dans toute la France, parfois se sont perdus d'ailleurs, sont arrivés trop tard. Et puis tout ce qui était stockage des échantillons, je crois qu'un peu partout on a des congélateurs remplis de microbiotes, de backup d'expérience, etc. Donc on a quelques mètres cubes quand même encore qui traînent à droite et à gauche. Et puis un challenge de modélisation, parce que c'était des données hétérogènes avec une grande variabilité biologique. Je vous rappelle 10 lots de porc avec 3 formulations, 10 lots de porc, 10 lots de dinde, avec 3 formulations à lactate, avec 3 concentrations de gaz différents et puis des temps différents. Et puis ce qui était nouveau, c'est justement est-ce qu'on allait être capable d'analyser toutes ces données, des données physico-chimiques, des données microbiologiques, des données sensorielles, c'est-à-dire des données multivariées en fait. Donc c'était quand même un challenge d'analyser tout ça. Un challenge aussi pour est-ce qu'on allait trouver des relations de causalité, de co-occurrence, co-exclusion, etc. On s'en doutait, mais est-ce qu'on allait être capable de les analyser, d'en faire quelque chose et justement d'en faire des modèles. Donc vous allez voir, oui, on a pu en faire des modèles. Est-ce qu'on a pu en faire un outil d'aide à la décision? Pas vraiment pour l'instant, mais au moins on a des modèles quand même qui sont nouveaux et plus ou moins fonctionnels. Donc voilà, c'est ce qui va vous être présenté maintenant dans le détail. Donc on aura d'abord une présentation de Bérengère Lécuyer. Je crois que François, je ne sais pas si Pedant il le présente pas avec toi. Donc Bérengère Lécuyer qui va nous présenter la partie SHS. Après on aura une pause. Et puis après, on aura une assez grosse partie sur les 2 gros work packages expérimentaux, et puis ensuite sur les modèles qui ont été développés à partir de ça. Et ensuite, donc on aura... après, on aura le témoignage des industriels. Je vous l'ai dit, c'était un PRCE. Alors, un seul des 2 industriels a pu être présent aujourd'hui, mais je crois qu'ils se sont concertés. Et puis ensuite, on aura des questions pour toute la salle. Donc, je passe la parole à Bérengère pour la suite.